Bonjour, bienvenue dans Mopter, le podcast mobilité et aménagement du territoire. Aujourd'hui dans Mopter, on s'intéresse à l'aménagement du territoire et aux gilets jaunes. Quel est le lien, me direz-vous ? François Leclerc, architecte et urbaniste, nous éclaire sur le phénomène de la dépendance à la voiture et au pétrole. Si la taxe sur les produits pétroliers est le principal grief du mouvement lancé fin novembre, la dépendance à l'automobile et l'impossibilité de choisir un autre mode de transport seraient la cause plus profonde et intimement liée à l'origine de ce mouvement. Elle serait la résultante de politiques d'aménagement généreuses envers l'automobile après la Seconde Guerre mondiale. Autoroutes urbaines notamment ont favorisé l'usage du véhicule individuel. Comment repenser ce modèle ? Quels peuvent être les intervenants et comment s'organiser dans cet objectif de diminuer la dépendance aux véhicules individuels ? Métropole et perspectives du sans-pétrole, c'est tout de suite dans Mopter. Bonjour François Leclerc. Bonjour. Bonjour, alors vous citez les Gilets jaunes dans votre tribune du Monde du 25 décembre qui traite du lien entre les métropoles et les territoires extérieurs à ces métropoles. Ce mouvement de Gilets jaunes dans son esprit initial s'est créé pour faire face à une mesure symbolique, celle de la taxe sur les produits pétroliers. Qu'est-ce que ce mouvement signifie ? Aurait-il un lien avec l'aménagement actuel de nos métropoles et de leur environnement selon vous ? Oui, parce que la voiture est sans concurrence dans beaucoup de territoires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'alternative possible pour beaucoup d'utilisateurs de ces voitures. Donc, ils ont l'impression que c'est leur seul cordon ombilical avec la vie métropolitaine ou la vie du travail ou la vie réelle, quoi, au-delà de là où ils sont. Quand on pénalise ce transport avec, d'une part, le prix, qui n'est pas que symbolique, ensuite par la notion de vitesse, puis ensuite par la mauvaise conscience, ils ont l'impression sans doute d'être du côté, non pas de la vertu, mais d'un truc qu'on essaie d'oublier, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont plus dans le mouvement, ils sont plus dans la vie réelle, quoi. C'est pour ça que j'ai l'impression que l'aménagement du territoire a été fait de manière très, très puissante pour la voiture. Ouais. Depuis la deuxième moitié du XXe siècle, c'était très marqué par ça. Que finalement, il y a une sorte de revirement actuel qui risque de laisser sur la route pas mal de gens, quoi. Et il y a cette prise de conscience qui est faite. Et justement, comment aujourd'hui on en est arrivé à une telle situation de dépendance à l'automobile et au pétrole ? C'est-à-dire que tout l'aménagement du territoire, je le répète, de la deuxième moitié du XXe siècle a été fait sur la notion de maison pour tous, d'éparpillement, L'étalement, un petit peu d'étalement urbain. Oui, d'un étalement urbain qui était totalement conscient, pensé comme un projet d'État même. Les petites maisons voulues par Chalandon et d'autres, donc celles de Pompidou, de Giscard, etc., de manière très forte. Donc on a largement joué cet éparpillement. On a un territoire qui s'y prête, c'est-à-dire on est dans un pays qui est parmi les moins denses d'Europe. Donc il y a pas mal d'espace finalement, les distances sont assez grandes. Donc cette notion de voiture nécessaire, indispensable, et c'est très difficile, quoi. Donc tout ça a joué en même temps sur le commerce, en même temps sur l'emploi. C'est vraiment une sorte de système qui s'est alimenté lui-même. C'est-à-dire une fois qu'on avait les pavillons, mettre des commerces là-dedans, c'était pas possible. Ouais. Donc il fallait regrouper les commerces où tout le monde puisse aller. Donc la voiture est devenue l'alpha et l'oméga de l'aménagement urbain en partie de la France. D'accord. Et puis en même temps, si vous voulez, quand on voit ce qui s'est passé à Paris, où c'est exactement le contraire, Paris est la ville la plus riche de France, grosso modo, pour les grandes villes, et la moins motorisée. C'est-à-dire, on a cette espèce de contraste entre une des villes du monde, ou la ville du monde, qui est la plus adaptée au transport en commun, et puis un territoire tout autour qui est exactement le contraire. Donc il y a un contraste absolu qu'on trouve rarement ailleurs. Oui, parce qu'on voit Paris effectivement intra-périphérique où effectivement il y a beaucoup de desserts de transport en commun, la ville est très dense, mais dès qu'on s'éloigne finalement de cet anneau périphérique, on arrive dans des territoires où les seules dessertes vont vers Paris, il n'y a pas de transversale. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé à Paris, c'est-à-dire l'installation du métro à Paris,
a été finalement très rapide. C'est des techniques dont je suis très admiratif, c'est-à-dire cette notion de réseau extrêmement dense à l'intérieur de la limite parisienne s'est fait assez rapidement, et finalement toute la conquête des transports en commun de l'autre côté du périphérique est beaucoup plus lente, beaucoup plus longue. C'était des prolongations de lignes, et c'est que maintenant qu'on a imaginé d'avoir des ceinturantes, une nouvelle ceinturante, c'est la ligne 15 entre autres. Donc effectivement, les seules ceinturantes qui étaient vraiment efficaces, c'était le périphérique et la 86. Et c'est pour ça, là encore, ça ramène à la voiture. C'est pour ça que le périphérique, c'était une autre polémique récente, de dire que le périphérique est absolument utile par rapport à la mise en relation de la banlieue à banlieue. Je prends souvent l'exemple pour aller de Pantin à Clichy, par exemple, sans périphérique, c'est pas possible. Oui. Voilà, alors le périphérique pourrait sans aucun doute servir aussi au transport en commun, c'est-à-dire des tramways ou n'importe quoi pourrait rouler dessus. On a tout un réseau qui existe, qui est occupé par la voiture, qui peut être utilisé maintenant par les transports en commun, et c'est sans doute ça un levier important des mutations dans les temps à venir. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on est dépendant de la voiture. Il y a une transition qui est assez brutale, qui est voulue par l'État notamment. Quels seraient les leviers pour se défaire de cette dépendance au pétrole et à l'automobile? Quel rôle l'urbanisme peut aussi jouer dans cette transition et dans cette nouvelle peut-être planification? Alors j'ai l'impression qu'on aura du mal à revenir en arrière par rapport à des habitudes qui ont été prises sur le logement. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de continuer l'étalement urbain, au contraire, il faut l'arrêter. Mais tous les gens qui habitent dans des pavillonnaires ou dans des maisons individuelles qui sont de qualité, il n'y a pas de raison qu'il y ait une mutation profonde par rapport à ça, et qu'il y ait des délaissés qui s'installent soudain. Donc, ce qu'il faut imaginer, sans doute, c'est un aménagement du territoire peut-être assez consistant, assez costaud, assez autoritaire, je dirais, mais qui s'appuie sur les grands acteurs privés. C'est-à-dire, on a par exemple cette chance en France d'avoir des grandes entreprises et des acteurs économiques de commerce qui ont sans doute été ont bousillé quand même un peu le territoire vers leurs grands centres commerciaux. Mais les négociations pourraient s'opérer avec eux pour savoir comment démultiplier ces centres. De dire que effectivement, on peut imaginer d'avoir des commerces différents. Ce qui se passe dans les centres-villes comme Paris ou Bordeaux ou ailleurs, avec ces Carrefour City, ces Carrefour Market, tous ces machins-là, ça pourrait aussi exister de manière peut-être un peu plus évidente dans ces territoires un peu lointains. De dire qu'on n'est pas obligé de faire 10 km, 15 km ou 20 km pour aller chercher à manger ou je sais pas quoi. Donc, moi, je vois très bien des exemples là où j'habite, où j'ai habité dans le Jura, où il y a un nouveau commerce qui s'est installé dans le petit village d'où je viens, alors qu'avant il fallait faire 20 km pour aller à un carrefour, et soudain il y a toute une nouvelle sociabilité qui s'est installée, et puis en même temps beaucoup moins de trajets qui se sont effectués. Donc il y a ce système qui s'installe de temps en temps, mais je pense qu'on a justement cette qualité de pouvoir négocier avec ces grands groupes qui sont français, très largement français d'ailleurs, donc de faire des négociations un peu costauds par rapport à ça. C'est-à-dire l'aménagement du territoire se base entre autres sur le commerce. En plus ça, les gens du commerce sont un peu perdus actuellement parce qu'ils savent très bien qu'il faut qu'ils réinventent leur modèle. Et donc c'est le moment jamais de dire réinventons le territoire par rapport à ça. Donc oui, on voit bien qu'on a d'une part le privé, le commerce privé qui a créé un modèle qui semble le passer. On a aussi la partie publique, c'est-à-dire qu'on est sous des strates territoriales, les communes, les communautés d'agglomération, les départements, les régions notamment. Est-ce que toutes ces strates ne sont pas un frein à un meilleur développement des villes et des territoires en général? Alors c'est pas tellement mon métier, j'allais dire, d'imaginer la parfaite adéquation politique avec le territoire. Effectivement, comme tout le monde, je trouve qu'il y a beaucoup de strates, mais j'ai une grande affection pour les maires et le travail qu'ils mènent habituellement, mais c'est vrai que chacun est un peu dans sa chapelle. Même si il y a des tas d'agglomérations qui sont regroupées, si Paris parle avec ses voisins, etc., on a l'impression que
à proximité, à l'approche des municipales, chacun revient un peu chez soi. Et, il manquerait sans doute un échelon où il y ait un engagement démocratique, donc avec des élections, par rapport à des territoires plus grands, plus larges. Ça, alors je n'ai pas, je vous dis, la compétence pour voir exactement le périmètre, mais de toute façon, c'est très compliqué parce que la métropole, comme on le voit quand on l'exprime, c'est un territoire très flou. Et que ce qui est flou n'est pas périmétrable par essence, et l'électif est lui forcément périmétré. Donc on a beaucoup de mal à dire quel est le bon format. C'est-à-dire quand on parle de la métropole du lointain, c'est peut-être le modèle d'Île-de-France, vous voyez. Ouais. C'est-à-dire que les gens qui sont à Beauvais, à Creil, etc., ils sont parfaitement dans une adéquation avec l'aire parisienne. Donc c'est très très difficile de périmétrer, mais de toute façon, vous avez raison, il y a certainement beaucoup trop de strates. Oui, et comme vous le disiez, je ne sais pas si c'est dans cette tribune, mais effectivement, les limites administratives ne correspondent pas aux limites réelles et nécessaires finalement des métropoles. Oui, il faut inventer un système démocratique, mais qui puisse parler de ces systèmes lointains, que ce ne soit pas les métropoles des gens qui dorment, les métropoles des gens qui travaillent, ou les villes ou le contraire, etc., quoi. C'est-à-dire il faut inventer un système, et ça c'est très très complexe. Ça, je pense que l'option démocratique par rapport à la réalité physique de la métropole, c'est une des choses les plus compliquées à traiter. Ouais. Et pour revenir sur l'avenir de la métropole, est-ce qu'il y a un modèle, selon vous, qui est inventé, qui pourrait être dupliqué sur des métropoles plus petites que celle de l'Île-de-France, par exemple? Non, mais je pense que de toute façon, toutes les métropoles françaises sont prises par la même complexité par rapport à leur lointain. Et là, si on voit les modèles, ils sont plutôt à l'étranger, ils sont plutôt en Suisse ou en Italie du Nord, etc., où les réseaux sont beaucoup plus denses. Mais la géographie n'étant pas la même, c'est très, très complexe de vouloir les comparer. Mais je prenais l'exemple du commerce tout à l'heure sur lequel il y a des actions. Il y a aussi plein d'actions à mener avec, je répète, les grands acteurs du privé, aussi par rapport au travail, si vous voulez. C'est-à-dire que, pour en avoir parlé avec des grands patrons comme ça, est-ce que les mastodontes de la défense n'ont pas vocation à devenir peut-être un peu moins grands ou de devoir accueillir des gens pour des temps plus courts, alors qu'ils peuvent travailler plus largement chez eux? Donc comment est-ce qu'on peut accompagner cette évolution du travail par rapport à l'aménagement du territoire et justement cette manière d'habiter différemment? Ce que j'aime beaucoup pour avoir travaillé pas mal de temps sur Montpellier, c'est de dire que dans une métropole comme Montpellier, on peut vivre de 1000 manières différentes. Ça correspond aussi à un choix. À Montpellier, vous avez le centre, qui s'appelle l'Écusson, qui est historique et formidable. Il y a cette première couronne, finalement, avec des projets assez modernes, assez enthousiasmants. Tout ce qui se passe pour aller rejoindre la mer, c'est assez beau. En même temps, vous avez tout le littoral qui est notre manière d'habiter. Il y a le Pic Saint-Loup, il y a tous ces villages qui sont sur les contreforts des Cévennes. C'est très beau, quoi. Et en même temps, il y a un système de routes, de transport qui est à inventer par rapport à ça. Je trouve que là, il y aurait un modèle intéressant. C'est-à-dire que les routes sont presque surabondantes, peuvent être le support d'une conversion, c'est-à-dire ça peut être des transports en commun qui peuvent s'installer là, et de dire que cette métropole là, c'est aussi le choix de vivre comme on veut, et c'est pas toujours la distance comme une sorte de relégation. C'est ça qui m'intéresse dans ces modèles métropolitains, c'est de sortir de ce catéchisme un peu niais que seule la densité serait la vertu. D'accord. Et vous parlez aussi dans une tribune d'une vision polycentrique de la métropole. Est-ce que vous pouvez nous expliciter un peu ce terme? Non, c'est dire que le polycentrique, c'est dire... je reprends l'exemple de Montpellier. Alors, toutes les villes ne sont pas comme ça, mais la métropole pourrait être beaucoup plus grande qu'elle n'est actuellement. Et dire que Sète, qui n'est pas très loin, le port de Sète, ça fait partie intégrante de cette métropole par rapport à l'usage d'un port, là, par rapport à sa polarité qui est très, très, très forte. Il y a des lieux comme ça qui sont à regarder par rapport à leur puissance, et de dire qu'on n'est pas... dans le cas de Montpellier, c'est assez évident parce que la géographie aide beaucoup à cette multipolarité, mais dans l'Île-de-France aussi,
la multipolarité existe, elle doit être renforcée très fortement par les transports. Il y a des tas d'endroits, autant par rapport au travail que par rapport aux loisirs, etc., qui sont dans ce système-là. Enfin, la polarité, la multipolarité existe de fait, quoi. Oui. Alors justement, comment on peut repenser un maillage des différents modes de transport? Comment on peut développer et prospectiver sur ces sujets-là? Mais je reviens sur la multipolarité. Moi, j'aime bien aussi l'exemple de Marseille par rapport à Aix-en-Provence, par rapport à Aubagne, par rapport à Marignane, Caux-sur-Mer, etc. De dire qu'effectivement, là, il y a des polarités qui existent parce que c'est historique, c'est géographique, ça contourne des montagnes, ça longe la mer, etc. Et en même temps, il y a des réseaux qui sont installés. Donc, savoir comment l'autoroute d'Aix à Marseille devient beaucoup plus efficace, elle peut transporter beaucoup plus de gens, beaucoup mieux, parce que c'est des transports en commun, parce qu'il y a des trains qui peuvent s'installer de manière plus cadencée, beaucoup plus sérieux. C'est la même chose par rapport à tout ce qui se passe en allant vers Marignane, etc. J'ai l'impression que les réseaux sont là, ils sont souvent encombrés par les voitures, et que là, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. C'est-à-dire qu'on est incapable actuellement de se lancer dans les grands investissements. On voit la complexité que c'est par rapport à la ligne 15 et des lignes qui vont 16-17. Il faut faire dans le réinvestissement. On a été très généreux dans les années 60-70 pour inventer des autoroutes, pour inventer des réseaux qui sont généreux et encombrants, et même un peu brutaux. Donc, savoir comment ces réseaux-là peuvent être le support de nouvelles mobilités. Moi, c'est ce qui m'intéresse beaucoup, savoir comment on peut faire d'aménagement en dépensant presque rien. Ouais. Est-ce que le numérique et toutes les facettes qu'il permet, les rencontres qu'il permet, ne peut pas jouer aussi un rôle dans ce maillage de transport, notamment avec le covoiturage courte distance, par exemple? Ah oui, mais le covoiturage, dans l'étude qu'on avait faite sur l'autoroute A4, où il y avait une ligne dédiée pour le transport en commun et le covoiturage, au-delà donc de 3 passagers par voiture, c'est vrai que c'est quelque chose de très, très, très efficace. Quand on sait que le covoiturage ira plus vite qu'une voiture occupée par une seule personne pour aller jusqu'à Paris, ça va changer beaucoup de la donne, quoi. Pour aller au centre d'une métropole, ça changera beaucoup la donne. Donc tout ce qui se passe autour du numérique, du Blablacar, du partage et puis du séquençage des autoroutes, etc., sont ça bien sûr très, très intéressant. Mais le numérique, c'est aussi une possibilité de travailler différemment chez soi et de dire que le déplacement n'est pas la seule finalité de l'usage d'une métropole, ou la seule obligation, quoi. Oui, donc au-delà de réduire l'impact de la voiture dans les métropoles, on peut envisager la réduction finalement de la quantité de déplacements que l'on fait au quotidien via des aménagements, donc aussi bien dans les entreprises que via le numérique notamment. Oui, via le numérique, mais ça peut être aussi de manière très vieille école sur la transformation du commerce, hein. C'est-à-dire toutes les histoires des déplacements, et il y a la partie numérique que vous évoquez, et entre autres les modes de travail, et aussi les modes de consommation. Je ne dis pas qu'il faut rester dans son pavillon toute la journée, toute la nuit, tout le week-end, etc., etc. De dire que le transport doit être beaucoup plus regardé en temps, quoi. Merci beaucoup François Leclerc pour cette intervention fort intéressante. On peut vous suivre régulièrement, je crois, sur Le Monde dans des tribunes. Oh ben, Le Monde, je leur envoie une tribune, j'en ai envoyé 2, hein, c'est pas... D'accord. Donc j'étais ravi qu'ils publient, mais je continuerai, mais je ne vais pas changer de métier, je reste architecte, je ne deviens pas journaliste. D'accord. Un grand merci en tout cas pour le temps que vous nous avez consacré. Merci, au revoir. Voilà, cet épisode de Mopter est maintenant terminé. Je vous remercie de l'avoir écouté et je vous donne rendez-vous sur iTunes, sur Twitter, Mopter et sur Medium pour continuer la discussion et nos échanges. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.